qui sont principalement les régimes de CNRPS et CNSS, et principalement le régime de la CNSS, plafonne donc la prestation à 80% du SIFO le SMIC. Et là, nous avons du travail à faire à ce niveau-là. Si je prends le cas d'un cadre supérieur qui touche à peu près, qui a 36 ans, qui touche 2640 dinars actuellement, il aurait, avec un taux d'indexation de 3%, il aurait une pension, il aurait un revenu de 5200 dinars à 60 ans et il toucherait une pension de 2600 dinars, ce qui lui fait donc un taux de remplacement du salaire seulement de 50%. Et là, on a du travail à faire. Donc nous, les assureurs, ce que nous proposons, c'est des produits complémentaires. Le taux de remplacement sans assurance, le taux de remplacement avec assurance peut atteindre 80%. Et là, donc, on peut déjà réduire le gap entre le dernier salaire et la pension de retraite. Donc le besoin y est, on n'a qu'à offrir des produits aux clients. En termes de potentiel, c'est-à-dire si nous voyons les assurés sociaux, les assurés sociaux qui touchent plus de 6 fois le SMIC, ils sont à peu près 330 000 dinars. Combien de personnes sont assurées actuellement par les compagnies d'assurance? C'est à peu près 53 000 têtes. Donc, on n'assure que 16% du potentiel, d'où 84%, plus que 280 000 Tunisiens n'ont pas d'assurance complémentaire retraite qu'on pourrait toucher. Également, avec les transitions démographiques que connaît la Tunisie, des réformes peut-être vont se faire au niveau des caisses de retraite et peut-être que dans le cadre de ces réformes, notre rôle en tant qu'assureur et acteur au niveau de la retraite complémentaire sera reconnu de plein droit. Au niveau des réseaux de distribution, il y a du travail à faire, puisque si nous prenons par exemple les courtiers qui apportent 17% du chiffre d'affaires global de l'assurance, ils n'apportent que, dans leur portefeuille, il n'y a que 5% d'assurance vie, c'est-à-dire 10 millions de dinars par rapport à 200 millions de dinars, ce qui est peu. Les agents généraux qui apportent 477 millions de dinars de chiffre d'affaires n'ont que 6% d'affaires vie dans leur portefeuille. Donc on retient de cela qu'il y a un potentiel énorme en termes de vente croisée. Les agents généraux, les courtiers doivent proposer des produits d'assurance vie aux clients en portefeuille. Et ça, c'est un problème de formation, c'est un problème de turnover au niveau des agents généraux, puisque donc, les agents généraux n'ont pas un personnel permanent et il faut axer le travail sur la formation. Au niveau de la banque assurance fait 33% du chiffre d'affaires vie en Tunisie. Elle fait plus de 60% en France. Les raisons sont l'absence de structure de banque assurance dédiée au sein des banques, l'activité banque privée, c'est-à-dire gestion de patrimoine, est inexistante au niveau des banques tunisiennes. Il y a aussi une réticence au niveau des banques à la commercialisation des produits d'épargne, puisqu'elles considèrent que les produits d'assurance d'épargne peuvent cannibaliser les produits de la banque. Donc il y a donc un travail à faire à ce niveau-là. Au niveau de la contribution des compagnies d'assurance au financement de l'économie tunisienne, comme vous pouvez le voir, les placements de toutes des compagnies, toutes branches confondues, c'est-à-dire que l'ensemble du marché place à peu près 2,7 milliards de dinars, ce qui correspond à peu près 24% de l'épargne nationale. L'épargne nationale en 2011 a atteint 11 milliards de dinars. Également, de ce montant correspond à peu près peut-être 4,5%, moins que 5% par rapport au PIB. Donc ce qu'on retient ici, c'est que de toute manière, par rapport à l'épargne,
le montant des placements des compagnies d'assurance, il est assez intéressant puisqu'il représente à peu près 24% de ce montant, ce qui est intéressant. Donc, en termes de structure de placement de l'ensemble des compagnies d'assurance, y compris les assureurs vie, nous voyons donc que les assureurs passent à hauteur de 55% dans les titres à revenus fixes, 15,5% sur le marché monétaire, 15% en actions cotées et non cotées, 7,5% en immobilier et le reste donc, dans d'autres actifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à peu près 50% en titres à revenus fixes. Les provisions mathématiques qui correspondent à peu près au placement des assureurs vie tunisiens sont de l'ordre de 600 millions de dinars. Ils représentent 22% des provisions du secteur et à peu près 6% de l'épargne nationale. Qu'en est-il maintenant de la structure des placements des assureurs vie? Bon, j'ai pris l'exemple de ma compagnie, société spécialisée en assurance vie. On place à peu près 79% en titres à revenus fixes, 8% en actions, 8% en placement représentatif des contrats en unité de compte et 4% en OPCVM et 1% en immobilier. Donc c'est la structure classique des placements d'un assureur vie. Que rapportent nos placements? Nous plaçons en bons du trésor. Donc ici nous avons le taux moyen qui est déclaré par le ministère des Finances. Le taux moyen des BTA supérieur à 10 ans, il est de 6,24% en 2012. Là, c'est le taux brut duquel il faut déduire 20% à titre de retenue à la source. Également, il y a eu en 2012 et en 2013 des émissions d'obligations privées, c'est-à-dire ce qu'on appelle emprunt obligataire, principalement par les sociétés de leasing et quelques compagnies et quelques banques. Les durées sont de l'ordre de 5 à 7 ans. Les taux étaient assez intéressants, donc ça a varié. Donc, les taux pratiquement sont supérieurs à 6%, et on a vu même 17% en 2013. Les OPCVM, les meilleures performances des OPCVM en 2012, je parle des OPCVM mixtes, donc on atteint presque 8%, et c'est là c'est les 10 premiers. Bon, il y a d'autres OPCVM qui étaient moins bons. Les OPCVM obligataires ont réalisé des rendements à peu près de 3 à presque 4%. Pour tout ce qui est les unités de compte, là, on a une spécificité puisque nous, en tant que compagnie d'assurance, on a lancé depuis quelques années des FCP. Des FCP qui sont destinés comme support à notre produit en unité de compte. Et ces FCP ont réalisé sur une moyenne de rendement qui est assez intéressante, 12% pour les FCP type dynamique, 10% pour les FCP type modéré et 3,5% pour les FCP type prudence. Pour ce qui est de la bourse, je laisserai le soin à Kefi de parler de la bourse et du rendement boursier. On place également sur le court terme, donc auprès des banques, et généralement les rendements sont indexés au TMM, c'est TMM plus 1 ou TMM plus 2, donc le TMM actuellement il est de 4,7%. En termes de stratégie d'investissement de l'assureur vie, les assureurs vie, comme vous le savez, sont exposés à des risques qui sont inhérents aux actifs qu'ils détiennent et aux engagements pris envers les assurés, et il y a une corrélation entre engagement et risque sur les actifs. Donc là, la gestion actif-passif
qui doit être en place au niveau des compagnies d'assurance, souvent par l'intermédiaire d'un gestionnaire indépendant, constitue un cadre permettant d'évaluer ces risques et de les maîtriser. Quels sont les risques? Les risques, il y a des risques techniques, et ça, on sait les traiter. Ce qu'on ne sait pas traiter, c'est les risques de taux, qui sont liés principalement aux obligations. Il y a les risques de marché qui sont liés au placement en actions et placement en immobilier. Donc, on ne sait pas traiter, ce n'est pas notre métier. C'est pour cela qu'on est très prudent avec ces risques-là. La stratégie de placement, à notre avis, de l'assureur vie consiste essentiellement à privilégier une gestion prudente sur le long terme. C'est pour cela que nos actifs sont à 75-80% en obligations. Le reste, prévoir une diversification par des titres de fonds de portefeuille et de croissance, sans oublier d'investir une part limitée dans des titres spéculatifs afin de booster le rendement sur le court terme du portefeuille global. Proposition pour permettre aux compagnies d'assurance vie de contribuer davantage au financement de l'économie, émission d'obligations de durée supérieure à 10 ans pour une meilleure adéquation entre duration des engagements des assureurs et des supports d'investissement, peut-être création d'organismes de placement collectif immobilier, OPCI, accorder aux produits d'assurance en unité de compte investis en support en action les mêmes avantages fiscaux accordés aux comptes d'épargne par action, parce que c'est des produits de même nature, les CEA. Donc ils sont à 50 000 dinars, nous on met 10 000 dinars pour ce type de produit, alors que c'est le même type de produit. C'est le même type de produit. Et peut-être, au niveau des émissions de Sukuk, on a annoncé qu'il y aurait une émission de 1000 millions de dinars. Donc on attend le cadre réglementaire pour voir l'apport de ces Sukuk à la profession. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, on retourne à notre deuxième assureur pour lui poser des questions sur, selon lui, quels sont les principaux défis auxquels fait face un assureur et un assureur vie aujourd'hui en Tunisie, et quelles seraient les perspectives selon un assureur pour contrer ce constat qui, comme on sait, Bonjour à tous. Donc je ne vais pas être très long, je vais essayer de schématiser un peu tout le modèle de la stratégie et pourquoi le constat donc, qui a été fait jusque-là, à savoir qu'on est toujours un peu à la traîne dans ce domaine, pourquoi le taux de pénétration reste faible et pourquoi le niveau des primes est donc en fait comparé à des pays qui sont à un niveau de développement comparable à celui de la Tunisie. Donc le modèle est très simple en fait. L'assuré consent à bloquer son argent sur une période minimale de 10 ans pour la Tunisie. Et en contrepartie, il s'attend à un rendement financier plus élevé. Voilà. Donc il accepte d'avoir un contrat un peu, enfin une police un argent moins liquide en contrepartie d'un rendement financier plus élevé que un dépôt à terme dans une banque, un dépôt à vue dans une banque. D'un autre côté, je vais directement passer au troisième point qui est l'État. L'État, parce qu'il espère récupérer des investissements stables et productifs, très probablement sous forme de fonds de trésor, consent donc à donner des avantages fiscaux aux assurés. Donc l'assureur, il est là pour faire le lien entre les deux, tout simplement. Donc il va investir les fonds qui lui sont versés sur des périodes longues et offrir donc des rendements plus élevés à ses assurés. Donc je schématise ainsi, donc l'assureur verse des primes d'assurance
En Tunisie, il déduit ses primes d'assurance de son assiette imposable, ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'était le cas jusqu'à les années 80, je crois. Et aujourd'hui, donc, c'est simplement les intérêts qui sont exonérés. L'assureur récupère ses primes d'assurance et les investit en principe en support à long terme, donc des BTA ou des obligations corporate. Ensuite, l'État récupère ces fonds, il est censé les injecter dans l'économie, et donc c'est par ce biais qu'il reverse ses intérêts défiscalisés, c'est-à-dire qu'il va accepter d'avoir moins d'impôts sur ses primes. Et enfin, donc l'assuré, via l'assureur, il récupère un capital avec un rendement net d'impôt qui est censé être plus élevé que pour les autres, produits financiers. Alors ici, la réglementation est bien faite, avec un système de participation en bénéfice qui est prévu par le Code des assurances. L'assureur est tenu de reverser une grande part des intérêts qu'il récupère. Donc, en général, l'assureur ici, il ne fait que transmettre, qu'être le rouage de tout ce mécanisme. Alors, pourquoi ce cercle vertueux ne fonctionne pas À mon avis, il y a trois problèmes majeurs. D'abord, le problème de l'offre sur les produits d'assurance vie. Donc, et là, je me place en tant que compagnie d'assurance, donc on va voir pourquoi. Un problème au niveau de la fiscalité et un problème au niveau des supports d'investissement. Donc, en Tunisie, le produit d'assurance vie, c'est un produit qui ne s'achète pas, il se vend. Quand on regarde, d'après l'Observatoire des métiers de l'assurance en France, 35% des salariés, hors les intermédiaires de la compagnie d'assurance, sont dans les métiers commerciaux à sens très large. J'ai fait un petit calcul, en Tunisie, on doit être à 10% environ des salariés des compagnies d'assurance qui sont des commerciaux. Donc je parle hors intermédiaire et hors producteur vie. Les réseaux de distribution donc, ne sont pas assez denses pour faire passer et faire comprendre les avantages liés aux produits d'assurance vie. Et notre message, je pense, n'est pas assez clair et n'est pas assez audible par la majorité de nos assurés et de nos clients. La spécialisation va être la spécialisation va être un élément déterminant et la potence de l'offre sera un atout. Allô. On va essayer de continuer. Donc je pense que le projet de loi dont parlait M. Hafez Rabbi est très intéressant, qui permettra la spécialisation des compagnies sur l'assurance vie. Ça permettra une abondance de l'offre. On sera plus nombreux à commercialiser ce produit et certainement plus efficace. Au niveau des avantages fiscaux, donc comme je le disais, il y a un peu d'exonération d'intérêt en Tunisie. Il y a surtout la déductibilité des primes, il y a l'exonération pour les droits de succession, mais il y a un grand mais qui est la retenue à la source sur les intérêts des obligations et autres produits de taux. Et donc ça diminue considérablement les rendements censés être passés aux assurés. Donc en fait, comme le montrait M. Benassine tout à l'heure, en 2012, on est à 6,24% de produits, donc de rendement financier sur les BTA. Déjà, si on enlève 20% des chargements plus les chargements
des compagnies d'assurance, donc on va être à moins de 5% de rendement net pour les assurés, ce qui est de toute façon en dessous de l'inflation. Donc, la retenue à la source pénalise grandement les assurés. Ensuite, la déductibilité n'est pas efficace pour tout le monde. Les salariés n'arrivent pas à défiscaliser une partie de leurs revenus. Ils sont souvent obligés d'avancer des fonds. Voilà. Ou alors il faut que le système de leurs employeurs, le système comptable de leurs employeurs, intègre le système d'assurance vie. Et ça, c'est pas toujours prévu. Donc voilà, une bonne partie des salariés ne peut pas bénéficier de ce mécanisme. Et enfin, pour les professions libérales, on sait que l'assurance vie est clairement un atout pour défiscaliser, mais malheureusement, il n'est pas le seul. Donc voilà, l'assurance vie ici, on commence avec l'informel, avec beaucoup de choses. Voilà. Et enfin, concernant les supports d'investissement, donc aujourd'hui, les BTA à long terme sont telles que elles ne permettent pas aux compagnies d'assurance d'investir sur des périodes supérieures à 10 ans ou supérieures à 10 ans. Je crois que la dernière émission qui a été faite il y a quelques mois, pareil, la durée maximale était de 10 ans et c'est le cas depuis quelques années. En fait, les assureurs souhaiteraient investir sur des durées plus élevées, de 15 ans, 20 ans, pourquoi pas 25 ans. Cela permettrait de récupérer un taux de rendement plus élevé et d'adosser leur actif à leur passif. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et là encore, ça ne nous permet pas de donner des rendements plus élevés à nos assurés. Voilà, je pense que ce sont là les différentes raisons, à mon avis, qui ne permettent pas au cercle vertueux de marcher comme c'est le cas en France. Très bien. Merci beaucoup. On voit à peu près les trois problèmes que peut avoir les compagnies d'assurance aujourd'hui pour vendre les contrats d'assurance. Savoir, il y a un problème, comme le disait M. le ministre, un problème d'agressivité commerciale, de formation de réseau, mais il y a aussi un problème d'inefficacité, en quelque sorte, ou une limite dans l'efficacité des mesures fiscales par cette retenue à la source. On pourra en redébattre tout à l'heure. Il y a aussi le problème des supports d'investissement. On cherche des supports d'investissement qui permettent d'avoir un rendement meilleur. Pourquoi ne pas aller sur les actifs risqués? Et pourquoi il n'y aurait pas des actifs de type BTA à long terme ou des actifs ou des obligations privées qui permettent de financer l'économie et d'avoir un rendement supplémentaire pour les confins, pour les assurés, et ça permet de dynamiser ce secteur. Donc je donne la parole à Sifad qui nous parle des placements des compagnies d'assurance et dans les actifs risqués de manière générale, et puis sur les perspectives de placement que peut offrir la place de financement. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaiterais commenter ce qui a été dit par les différents panélistes. Et je voudrais élargir le sujet au système financier tunisien. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'assurance vie, mais ce qui est très proche de l'assurance vie, c'est la banque. Ce qui est très proche de la banque, c'est la bourse. Et j'ai entendu un des panélistes dire on est loin du Maroc et on pourrait le rejoindre, voire le dépasser. Je pense que voir la Tunisie, et en tant que Tunisien, atteindre le niveau du Maroc et le dépasser devient une perspective de moins en moins évidente. Le système financier marocain est très en avance aujourd'hui, malheureusement, par rapport au système financier tunisien. Le système financier tunisien repose donc sur les banques, les assurances et la bourse de Tunis. Les banques, c'est 10 milliards de dinars de crédit accroché. C'est une recapitalisation extrêmement urgente à faire. C'est trop de banques pour un petit pays comme la Tunisie. C'est aucun champion national qui peut se démarquer pour devenir un champion régional. Je rappelle quand même à l'assistance que TGL Wafa Bank, aujourd'hui, est une banque continentale.
que BMCE est en train de devenir. Que nous n'avons dans notre secteur financier aucun qui peut se comparer à Attijari ou Liu. Maintenant, au niveau des assurances, les chiffres qu'annonçaient nos amis, 175 ou 180 millions de dinars de primes assurance, il faut quand même dire un petit détail. Il y a 60% de ces primes qui sont générées sur du crédit bancaire obligatoire. L'assurance vie dans le crédit bancaire est obligatoire. C'est quand même une indication importante. Quand on vend pour à peu près 200 millions et qu'il y a 60% de ces primes qui sont générées par un effet obligatoire, et quand vous dites que le réseau bancaire est en train de vendre 30% de la prime, en fait, chaque banque est en train de vendre à sa compagnie d'assurance la prime du crédit bancaire. C'est des éléments, vous savez, si on veut avancer, il faut mettre factuellement et froidement la problématique. Les compagnies d'assurance au niveau de leur placement, et là je parlerai de la bourse, aujourd'hui, les compagnies d'assurance tunisiennes continuent à confondre, ou à faire mine de confondre, je préfère dire, les placements stratégiques et les placements de portefeuille. À chaque fois où nous démarchons une entreprise, une assurance pour lui dire investissez en bourse, c'est votre rôle d'investir sur l'actif risqué et du long terme. C'est votre rôle d'avoir des analystes financiers, c'est votre rôle d'avoir un département d'asset management. C'est votre rôle de prendre des positions, de souscrire des placements garantis, enfin de faire ce que font tous les assureurs au monde. On ne va rien inventer. C'est des gens qui nous disent nous sommes déjà investis en bourse. Alors, les investissements dont ils parlent, c'est des investissements stratégiques de la compagnie d'assurance avec une société cotée. Que le manager, le premier manager de l'assurance ne peut en aucun cas déboucler sans revenir au niveau de son groupe. Donc ce n'est pas de la gestion de portefeuille. Ensuite, quand j'entends des assureurs dire on souhaiterait avoir des souches plus longues de 15 ans et de 20 ans de BTA pour obtenir des taux meilleurs. Je rappelle, et madame le disait tout à l'heure, la Tunisie a raté quand même un épisode extraordinaire. On a eu sur les bons d'État une baisse de 450 points de base. Ça fait rêver tous les acteurs du monde. On a eu pendant 10 ans ou 12 ans, moi j'ai vécu sur un marché dans lequel le taux directeur, qui ne veut rien dire d'ailleurs au passage, était à 8-9%. Et les BTA étaient émises quasiment à... On a eu des BTA à 9%. Les BTA aujourd'hui sont à 5 et quelques. Donc cette baisse, aucune des compagnies d'assurance n'a créé du trading dessus. Donc résultat des courses, on n'a pas de cours de taux. On ne valorise pas en mark to market. Donc franchement, pour revenir sur ce sujet, on ne peut pas avancer avec ce système financier tunisien. Et je reprends là une citation dite par un ancien gouverneur de la Banque centrale, sans passer par un Big Bang, clairement. Aujourd'hui, il faudrait clairement dire aux banquiers tunisiens qu'ils ne peuvent plus continuer à faire 80% de leur PNB sous forme de marge d'intérêt. C'est plus possible, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il faut dire aux banquiers de faire du haut de bilan et de faire de la banque d'investissement. Il faut peut-être dire aux compagnies d'assurance d'être plus agressifs. Moi, je suis un client potentiel pour la compagnie d'assurance. Je considère que j'ai une intelligence moyenne, une connaissance moyenne de la finance. Moi, j'arrive pas à comprendre les produits de l'assurance en Tunisie. Assurance vie, j'entends. Madame, tout à l'heure, a commencé par dire la réussite de l'assurance vie en France a été la simplicité. Aujourd'hui, vous voyez un pancarte publicitaire d'une compagnie d'assurance tunisienne, il faut être ingénieur comme vous, ou avoir fait de l'actuariat toute sa vie pour comprendre quel est le taux facial, quel est le taux de... Enfin, on a du mal à comprendre. Alors, je termine en disant qu'il y a une bonne dizaine d'années, avec Sylvia Sejouni, d'ailleurs qui malheureusement n'est pas avec nous, on a essayé de lancer et de mettre un pont entre l'assurance et la bourse. Et on a créé un produit qui s'appelait à l'époque Optima, qui était un produit morné. Morné pourquoi? Parce que nos amis assureurs ont considéré qu'on faisait de l'assurance sans être agréé. Alors que nous, on achetait de l'assurance, on ne la vendait pas. On achetait de l'assurance en gros pour l'avoir négocié avec 2 assureurs agréés par le ministère des Finances. Et ce pan-là, je l'ai refait parce que je suis quelqu'un d'assez, on va dire, entêté. Et aujourd'hui, nous avons un produit qu'on a lancé avec Salim, qui est un produit extrêmement simple, et c'est pour ça qu'il a réussi.
Sur les 176 millions de dinars dont vous parlez, il y a eu des intermédiaires en bourse qui ont pu clôturer des fonds de 15, 20, 30 millions de dinars sous forme de placements garantis qui garantissaient le capital et le rendement et qui étaient assortis très simplement d'une assurance décès-invalidité. Mais très, très simplement, on disait aux clients, vous mettez 100 000, l'aïqad, comme on dit en tunisien, vous récupérez ce que vous avez comme épargne et vous avez un égal montant de la compagnie d'assurance. Voici un produit qui est très simple. Il n'a pas besoin de comprendre quels sont les sous-jacents, est-ce que les PTA sont en marque ou market, et quels sont les actifs risqués et pas risqués, est-ce qu'il y a des exit fees. Et comme disait madame, les fonds étaient disponibles tout le temps. Bien sûr, ils devaient payer quelque chose s'ils sortaient avant l'échéance. Franchement, donc, le sujet de l'assurance vie, de la bourse et de la banque sont des sujets intimement liés. Et on ne peut pas continuer à nous comparer déjà au Maroc. Franchement, ça peut être peut-être un objectif, le Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, les plus gros investisseurs sur la bourse marocaine, c'est les institutionnels. Aujourd'hui, la bourse de Tunis annonce 12 introductions en bourse. Nous en avons fait 5. Nous n'avons quasiment pas de participation institutionnelle des compagnies d'assurance. Quasiment aucune. Quasiment, pour ne pas dire aucune. Alors que c'est leur corps métier. Et donc voilà, maintenant pour terminer sur la question qui m'a été adressée, donc j'ai complètement débordé peut-être du sujet ou de la question qui m'a été posée. Les produits et les sous-jacents que nous offrons sont très simples. Il y a de la dette souveraine, qui s'appelle BTA, qui sont un copier-coller des OAT françaises. Parce qu'on adore copier et coller, et des fois on copie mal. Donc on traîne ça des années derrière. Donc les OAT avaient 4 objectifs en Tunisie quand on les a réformés il y a une dizaine d'années. 1, allonger la dette publique, qui était de quelques semaines, tenez-vous bien, elle est de 4 ans et quelques mois. De rendre l'État tunisien un agent économique qui price sa dette, non pas par une décision d'un comité d'État, quel que soit son génie et quelle que soit sa probité, mais par les forces du marché, donc grâce à l'adjudication que vous connaissez tous, l'adjudication à la hollandaise, qu'on fait chaque mardi, donc chaque mois il y a une émission. Et là, c'est une occasion pour saluer le ministère des Finances qui a toujours joué le jeu de l'amplitude de plus ou moins 20%, qui s'est jamais écarté de ça. Troisième élément, c'était de simplifier la vie de l'alter ego du directeur du Trésor, qui est chez nous un nom un peu plus barbare. C'est le directeur général de la comptabilité, du financement public, ça fait DGFSC, n'est-ce pas? Voilà. Et donc cet homme-là gérait 600 à 700 lignes obligataires dans le temps. Aujourd'hui, il gère 3 souches, du 3 ans, du 5 ans et du 10 ans. Mais par contre, on avait un 4e objectif qu'on n'a pas atteint, qui est celui de la liquidité de la dette publique. Et la liquidité de la dette publique, on n'a pas pu l'atteindre parce que les gens qui ont acheté ces bons les ont achetés et gardés, les ont achetés et les ont traités d'une manière comptable, en considérant, moi je ne regarde que le taux facial, le coupon, le pied du coupon. Et donc, ni les banques, ni les compagnies d'assurance n'ont essayé de créer, derrière, un marché secondaire liquide sur lequel ils pouvaient gagner beaucoup d'argent au passage, puisque j'insiste quand même, nous avons vécu pendant des années une baisse des taux qui ont pu atteindre à un moment 400 points de base. Et donc, toutes ces compagnies d'assurance avaient un moment d'énormes plus-values d'attente, et personne n'a dynamisé ce marché pour se repositionner ou créer des cours des taux. Donc les gens, bien sûr, je reçois des gens qui me disent que la bourse est en retard. Oui, elle est en retard, comme le système bancaire, comme les assurances en Tunisie. La bourse, en 2 mots, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une infrastructure extrêmement moderne, qu'on a copiée d'ailleurs, cette fois qu'on a bien copié, je pense, un régulateur, une bourse privée, des fonds de garantie de marché, un système électronique de négociation utilisé ici à Paris, d'ailleurs c'était un don français, une clearing house qui fait les dénouements électroniques, tout est en place pour créer. Et les chiffres de l'autre côté. Les chiffres, c'est une capi de 15 milliards de dinars, donc à peine 20% du PIB, on finance à peine 6 à 7% de l'économie, et des secteurs entiers qui ne sont pas représentés dans la capitalisation, le textile, l'énergie, les télécoms, l'agriculture. Ah, plus maintenant le textile. On a une toute petite société de textile qui vient de rentrer, qui s'appelle New Bodyline, qui représente un secteur quand même très important. Le tourisme n'est pas représenté. Et je termine en disant que, encore une fois, même la bourse de Tunis
est très en retard par rapport à des pays qui, objectivement, hein, sans alimenter aucun chauvinisme, objectivement, on ne devrait pas avoir un tel retard par rapport au Maroc et par rapport à l'Égypte, qui sont nos principaux concurrents. Mais enfin, le retard est là, et donc voilà, il faut des assises, on va dire, du système financier tunisien. Il y a des petits réglages qu'on peut faire, qu'on peut réussir. Les sous-jacents peuvent se développer, mais on ne va pas commencer à développer des sous-jacents très compliqués quand il n'y a pas de demande dessus. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer à mes confrères ou à mes amis qui sont un peu, ou les banquiers. Parce qu'on a tendance à dire pourquoi vous n'avez pas le marché dérivatif, pourquoi vous n'avez pas ce... Bon. Est-ce qu'il y a une demande pour ça? Moi, je ne crois pas. Un des assureurs vient de dire on veut DBT à 15 ans. Oui, ben, c'est une bonne idée, DBT à 15 ans. On peut en parler à la Direction Générale du Trésor. D'ailleurs, ça arrange au passage l'État tunisien d'avoir DBT à 15 ans. Mais aujourd'hui, il faut savoir aussi que sur les emprunts obligataires privés, on n'est pas nécessairement dans une logique de corrélation directe entre la notation d'un emprunt et son taux. Je vous donne un cas. On a eu des émetteurs en Tunisie qui ont émis à moins que l'État, à moins que le souverain. Si vous voulez créer quelque chose avec autant de situations inacceptables théoriquement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est considéré comme étant un risque. Voilà. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut créer derrière. Merci. Merci beaucoup, Sifad. Plusieurs points ont été évoqués qui interpellent les assureurs, qui interpellent le ministère. On reviendra peut-être dessus. Il y a un point qui a été évoqué par Yazid sur la fiscalité et probablement la fiscalité en raison des prélèvements à la source. Donc, petit éclaircissement. Oui. Donc, toujours en fiscalité, autant on est généreux, autant de l'autre partie, on est gourmand. J'ai retenu deux choses. En faisant la comparaison avec le système français, Madame a rappelé, je crois avoir compris, qu'en France, il n'y a pas la défiscalisation, il y a l'exonération. C'est ça? Voilà, pas de défiscalisation du revenu, c'est plutôt l'exonération des intérêts. En Tunisie, on a opté pour la défiscalisation et on n'a pas opté pour l'exonération. Quel est le régime le plus favorable des deux? C'est ça la question qui se pose. Si on veut choisir entre deux régimes, quel est le plus favorable? À mon avis, indiscutablement, la défiscalisation est de loin plus favorable puisqu'elle offre un avantage immédiat, voire même plus incitateur pour les acteurs, la première décision au niveau de l'investisseur, personne physique, en rappelant que la retenue à la source, ce n'est pas un impôt supplémentaire. C'est une avance qui est imputable sur l'IS, due au niveau de l'entreprise d'assurance. En cas de bénéfice, en cas d'impôt, il y a un imposable. Donc, en fait, on ne fait pas la distinction dans le bénéfice, celui qui provient des intérêts du placement de l'assurance vie ou des autres activités de l'entreprise. Quels que soient les bénéfices dégagés, consolidés, l'impôt qui sera dû sera payé après imputation de la retenue à la source, quelle que soit l'origine de cette retenue à la source. Donc, je ne crois pas que la présence de la retenue à la source est un élément, est un facteur d'alourdissement de la charge fiscale. Ce n'est pas un coût supplémentaire, à la limite. Cela dit, en sachant que pour le secteur et pour d'autres, donc la perspective, on est dans une pleine réflexion de la réforme. Parmi les volets, là, je profite de l'occasion pour le rappeler, l'un des volets de cette réforme, c'est l'allègement de l'IS. L'allègement de l'IS, et maintenant, on fait des simulations
pour une baisse qui va dans une perspective de rapprochement entre le régime onshore et offshore, mais immédiatement, donc on va simuler sur au moins 5 points, donc avec une perspective qui va dans le sens d'un taux de 20%, et nécessairement, avec cette baisse du taux de l'IS, il y aura une baisse qui, au niveau de la retenue à ressources. On ne peut pas adopter un IS de 25 et une retenue à ressources de 20. La retenue à ressources est toujours considérée comme une avance, et les mesures qui sont induites directement de la baisse de l'IS concernent un abaissement de la retenue à ressources. Bon, ici peut-être un avantage de trésorerie et jamais un surcoût au niveau de la charge des intérêts. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Peut-être avant de passer aux questions de la salle, un retour rapide des assureurs sur les 2 ou 3 points évoqués par Sifadel, à savoir le manque d'investissement sur les actifs risqués et les actifs de bourse. Et puis, lorsqu'on parle de collecte, 60% c'est de la collecte réglementaire, c'est-à-dire la collecte, enfin c'est de la collecte obligatoire liée à des produits emprunteurs de la banque. Pourquoi ce manque d'attractivité, et est-ce que ça viendrait peut-être de la complexité des produits, comme ça a été souligné, ou de l'agressivité commerciale qui manque un petit peu? Merci. D'accord. Donc, comme vous savez, nous, en tant qu'assureur vie, on souscrit des contrats. C'est des contrats généralement qui durent dans le temps, c'est-à-dire quelqu'un souscrit à 25 ans, 30 ans. La date d'échéance est souvent à 60, 65 ans. Donc, nous avons des durations au niveau d'engagement avec les clients de 30 ans. Donc, en contrepartie, en tant que dans le cadre de la gestion active passive d'entreprise, il faudrait qu'on trouve des actifs qui correspondent à cet engagement. C'est pour cela que les assureurs vie vont plus vers les obligations à long terme. Au niveau de la structure des produits qu'on commercialise, c'est vrai qu'au niveau des chiffres d'affaires, 60% sont liés aux couvertures d'essais au niveau des banques. Les raisons sont multiples. C'est-à-dire que déjà, au niveau de la banque assurance, qui est un vecteur de développement intéressant et qui a développé le chiffre d'affaires, ce qui se passe au niveau des banques, c'est qu'ils considèrent toujours les produits qu'on leur propose, c'est-à-dire les complémentaires retraite, comme des produits d'épargne qui peuvent cannibaliser leurs propres produits. C'est pour cela qu'ils sont réticents à vendre ces produits-là. On a des problèmes avec les banques à ce niveau-là. Au niveau des réseaux de distribution, on a à peu près 800 agents généraux, une centaine de courtiers. Ces réseaux, c'est vrai qu'ils ne vendent pas les produits d'assurance vie parce que il y a un problème de turnover au niveau du personnel de ces agences, et donc un problème de formation, alors que les produits sont simples. Je dirais, par exemple, si on voit la dernière mesure en avril 2012 qui a augmenté l'avantage fiscal à 10 000 dinars pour les personnes physiques, en tant que compagnie d'assurance, on a vu notre chiffre d'affaires sur ce type de produit augmenter de 28-30%, alors qu'on faisait avant du 10 à 15%. Donc ça a eu un impact. Par contre, ça n'a pas eu d'impact au niveau des contrats collectifs, pour une simple raison, parce que, alors qu'elle devait avoir un impact au niveau des contrats collectifs, pour une simple raison, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir que les contrats collectifs également, en plus de l'avantage fiscal, bénéficient d'un avantage social, qui est donc les primes d'assurance vie qui sont
payés, sont exonérés des charges sociales au niveau des entreprises d'assurance. Et en 2012, la Sécurité sociale, en l'occurrence la CNCS, ont commencé à faire des contrôles au niveau des assurés des entreprises d'assurance en leur disant non, ce que vous avez souscrit, ce n'est pas de l'assurance vie. Pour nous, l'assurance vie, c'est la prime qui couvre le risque d'essai seulement. Tout ce qui est retraite complémentaire, pour nous, ce n'est pas de l'assurance vie. Alors que l'objectif de la loi, c'est l'objectif des avantages fiscaux qu'on donne, c'est l'épargne long terme, et c'est l'épargne en vue de la retraite. Donc, ils sont en train de tourner, donc de voir tous les assurés, et les assurés ont d'énormes problèmes actuellement avec la CNSS, ils ont, même avec leur personnel, donc, à cause de... donc, s'il n'y avait pas ce problème, moi je pense qu'il y aurait quand même un développement de l'assurance collective retraite. Merci beaucoup à nos panélistes. Peut-être on a un petit quart d'heure pour passer quelques questions dans la salle. Si y a quelques questions. Bonjour. Je voudrais revenir sur l'intervention de M. Fall qui parlait d'une vraie révolution dans les marchés financiers tunisiens. J'aimerais savoir s'il y a une infrastructure à mettre en place, à part les nouvelles facilités dans le fiscal, s'il y a une infrastructure, s'il y a une vraie AMF, une vraie autorité des marchés financiers, s'il y a une intention à mettre en place et à favoriser l'emplacement de vraies banques d'investissement tunisiennes, donc un peu à la française. C'est ce qui permettra de promouvoir aussi le marché de l'assurance et d'autres marchés d'investissement tels que l'asset management, etc. Oui, bonjour. Ma question également, c'est pour Sifar Al-Hamdouet. Vous avez fait le constat tout à l'heure que les compagnies d'assurance tunisiennes n'intervenaient pas dans le monde financier, ne se dotaient pas des structures, asset management, etc., etc. Vous avez fait le constat. Mais comment vous l'expliquez? Vous discutez avec ces gens-là. Pour quelles raisons? La question a été posée aussi en partie par l'intervenant juste avant, mais autre chose, en fait, je m'en rends compte, parce que c'est la première fois, je crois, qu'on traite du terme des assurances dans les forums de la TUJ, je sais très bien, on a traité énormément le secteur des banques, notamment au forum à TUJ à Londres, mais là on se rend compte qu'il y a encore un autre enfant malade en Tunisie qu'il faudra bientôt soigner. Il y a un cercle vicieux. Vous avez parlé aussi des assises du secteur financier en Tunisie. On a l'impression aujourd'hui finalement que le diagnostic il est fait. On connaît tous les problèmes du secteur financier, mais on attend toujours cette locomotive, enfin un élément déclencheur finalement qui va soigner le secteur banquier, le secteur des assurances. Donc on attend toujours. Il n'y a pas de remède, je sais, miracle, mais on doit continuer à y réfléchir. Je ne peux pas m'empêcher justement, quand vous parlez du manque de l'implication des banques, des assurances sur le marché financier, en fait, de faire un peu le parallèle avec, on peut le dire, le boom du secteur immobilier en Tunisie. Qu'est-ce qui empêche finalement le Tunisien d'aller vers l'épargne long terme type assurance vie? Est-ce que ça ne serait pas finalement cette présence de l'immobilier où les rendements sont peut-être plus importants, où finalement on peut se cacher du fisc plus facilement que l'assurance vie, et si vous présentez un produit qui est effectivement clair, mais peut-être qui est trop transparent en termes de fiscalité. Enfin, je pose cette question en termes provocateurs parce que je ne vois pas comment les grosses fortunes, par exemple tunisiennes, iraient vers